train à l'approche. Veuillez vous assurer de ne pas oublier vos bagages. Embarquement immédiat pour ces voyageurs dans la navette de Roissy-Charles de Gaulle. Décollage imminent pour tous, sauf pour Jacqueline, 78 ans, un peu blasée par les voyages. Mexique, Maroc, Tunisie, Canada. D'accord, vous voyagez? Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé, ça y est, c'est bon. J'ai perdu mon mari, ça fait plus pareil. Jacqueline est veuve depuis 2012. 3 enfants élevés dans un pavillon de la banlieue parisienne, puis une retraite bien méritée après une carrière faite de petits boulots. Couturière à domicile, livreuse de journaux et même bagagiste ici pendant 4 ans. Moi, je travaillais où il y a le truc, là, là-bas, sur les pistes. De Roissy, de Air France. Jacqueline nous raconte qu'il y a 6 mois, elle a été victime d'un escroc. Il lui aurait pris toutes ses économies et sa maison. Elle est aujourd'hui sans domicile fixe à l'aéroport. Être dehors, c'est risqué quand même. Ici, quand même, c'est une garantie. Si vous êtes dehors, qu'est-ce qu'on fait? On peut vous assassiner, on peut vous faire n'importe quoi. Eh oui, Depuis 2 mois, elle vit au terminal 2D. Ses enfants habitent en province. Jacqueline ne les a pas mis au courant de sa situation. Voilà mon domicile. Mais où quelle est cette radio? Il n'y a pas de raison que je ne le trouve pas, attends. Son domicile, comme elle dit, elle le partage avec Eddy, 64 ans, un chômeur SDF lui aussi. Leur vie tient dans ces 4 valises posées sur un chariot. L'une d'elles leur sert de garde-manger. C'est la Croix-Rouge qui nous donne. Il n'y a que ça, La société Aéroport de Paris a permis à la Croix-Rouge de faire des maraudes dans les terminaux. Nous avons sollicité ADP pour suivre l'une d'entre elles. Regarde si c'est ça. Aucune réponse ne nous a été donnée. Allez, la radio. C'est le avec, Pourtant, dans le 2e aéroport d'Europe, avec ses 70 millions de voyageurs annuels et ses 300 destinations desservies, quand on s'attarde un peu, quand on prend le temps de regarder autour de soi, on remarque certains passagers qui ne semblent aller nulle part avec leur chariot trop chargé. Il y aurait près de 150 SDF installés à Roissy-Charles de Gaulle. Des invisibles au milieu du flot de passagers. Nous avons suivi leur quotidien plusieurs jours. Comment vivent-ils? Comment ont-ils investi les terminaux jusque dans les sous-sols dans lesquels ils circulent librement? Tolérés par la société Aéroport de Paris, ils ont fait de ce lieu leur refuge contre la misère pendant quelques semaines, quelques mois, voire plus de 10 ans pour certains d'entre eux. Bon, c'est pas la vie de rester ici, mais enfin, il y a... Madame, il faut pas ajouter que les gens sans voisins vivent longtemps. Les gens sans voisins vivent longtemps. Comme dans la rue, près de la moitié d'entre eux seraient atteints de troubles psychiatriques. Ah, il y a des cas, Eddy et Jacqueline disent être là provisoirement, le temps d'obtenir un logement. Ils ne sont pas en couple, mais à 2, c'est plus facile. L'un peut garder le chariot pendant que l'autre part faire des courses au terminal d'en face, quand les provisions de la Croix-Rouge ne suffisent plus. Ce qu'il faut, là, il y a la pharmacie. Oui, il y a tout, là. C'est plus vivant ici que là-bas, Ce relais de presse possède un rayon épicerie pour les dépannages de dernière minute. Un chorizo pas trop fort. Alors, fort. Le tout au tarif aéroport, presque 2 fois plus cher que dans une supérette en ville. Tout est cher, Comment vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Faut bien qu'on mange. 2 baguettes, un camembert,
Bonjour. et un pâté en conserve. 6,50. Au revoir. En ce moment, Jacqueline survit grâce à l'aide d'Eddie, son compagnon d'infortune. Prendre des serviettes parce que sans ça... Voilà. Il partage avec elle son RSA, car il n'est pas question pour la retraitée de faire la manche, contrairement à d'autres. Jeune homme, bonjour. Parlez français? Oui. Pardon de déranger, en fait, je suis SDF. Je cherche juste un peu de monnaie pour essayer de boire un café ou... Au terminal des longs courriers, Jérémy, un Belge de 36 ans, commence sa tournée du matin. Ah, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez où il est le RER ou pas? Oui. Ouais. C'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Si ce SDF connaît bien l'aéroport, c'est parce qu'il y vit depuis 6 ans. Bonjour, monsieur. Je peux vous demander une cigarette, c'est possible? Oui. Non, reste 3. Ah, ben c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Toujours très poli, Bonne journée, au revoir, monsieur. Bon voyage. en un rien de temps, chaque jour, il assure sa consommation de cigarettes. Voilà, ici, bon, j'ai un monsieur qui m'a donné un restant de paquet, 3 cigarettes. Mais c'est bien, c'est déjà bien. Des fois même, des gens qui ont pris des cartouches dans l'avion parce que c'est moins cher, ou alors dans un autre pays où c'est moins cher. C'est déjà arrivé, ben écoute, tiens, prends un paquet de clopes. C'est déjà arrivé aussi. À aucun moment de sa manche, il ne sera inquiété par la sécurité. Et c'est tant mieux pour lui, car à l'aéroport, les touristes sont plutôt généreux. La plupart du temps, c'est des billets de vin, ça va bien. Pas tous les jours, mais une fois tous les 2-3 jours, j'en ai quand même un. J'en ai fait 2 sur la même matinée en 1 heure de temps, au terminal C. Et 20 minutes après, encore un autre, en bas à l'arrivée. Ah ben super, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au bout d'une heure, le compte est bon pour Jérémy. Un demi-paquet de tabac à rouler, 8 cigarettes et une trentaine d'euros qui viennent s'ajouter à ses économies. 3 jours de manche. Quand il y a des pièces, je les change. Ça vient que de la manche. Hein. Il y a là 120 euros. Je n'ai aucun autre revenu que ça. C'est pour m'en sortir. Jérémy arrive à mettre de l'argent de côté parce que ses courses ne lui coûtent rien. Son repas, il va le trouver après une simple porte à tirer. Elle donne librement accès au sous-sol de l'aéroport. Cet espace n'est pas prévu pour les voyageurs, mais pour le personnel des sociétés de sous-traitance, ménage, boutique ou restauration rapide. Voilà, vous pouvez venir avec moi. Pas besoin de badge, aucun panneau d'interdiction. C'est une zone dans laquelle Jérémy vient chaque jour. Ici, on est sur la route de service. La livraison passe par ici. Pendant notre tournage, à aucun moment Jérémy ne sera contrôlé dans ces coulisses de l'aéroport. Nous circulons librement dans ces kilomètres de galeries souterraines, tout à côté d'une zone de tri des bagages. Ici, nous allons arriver dans une première partie où il y a les bennes. Les bennes, c'est là où sont jetés les déchets des magasins d'alimentation du terminal. Jérémy ne se cache pas auprès de ses employés qui semblent habitués à sa présence. Il ne peut y avoir aucun lien qui doit se construire entre un membre du personnel et un SDF. Ils sont même interdits des fois de parler aux SDF. Il est midi pile, et c'est cette femme et son chariot de poubelle que Jérémy attend chaque jour à la même heure. Et là, il y a un bon sac. Je le vois d'ici, j'ai les yeux braqués dessus. Voilà, déjà là. Hop. Pour moi, à partir du moment où ça a été jeté, j'ai le feu vert. Voilà. Personne ne l'empêche, en tout cas, de récupérer ce qu'il souhaite. Bien sûr, je récupère tout ce qui est fermé. Hein. Ça, voilà. Paquet de poulet, tout ça, je récupère. Là, ici, il y a un plat chaud. Ça, c'est déjà très bon. Je regarde la date, je récupère. Au-delà de 2 jours de péremption, Jérémy préfère ne pas récupérer le produit. Oh putain, mais faut chier, c'est tout écrasé. Oh merde. On dirait qu'ils le font exprès, quoi. J'ai une soupe qu'on va pouvoir délicieusement manger ce soir. Alors, le petit dessert, ça fait du bien aussi. Une bouteille de soda, je récupère. Je suis déjà très content de ce que j'ai récupéré ici.
Et en 10 minutes, Jérémy repart avec un plein de courses. On y va. Que des plats prêts à manger, dont certains qu'il ira même réchauffer dans les fours micro-ondes des magasins qui les ont jetés. Une vie routinière de SDF dont Jérémy semble s'accommoder, même s'il passe ses journées à croiser des voyageurs en partance pour les 4 coins du globe. Ça m'est déjà arrivé d'être... qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, quoi. Et là, vous iriez où, là? Barcelone, j'ai déjà été. Madrid, c'est pas très... Alors, il y a une destination qui me plairait bien, ce serait Malaga, par exemple. Et Copenhague. Vous espérez y aller un jour? Oui. Voilà. En attendant, Jérémy a élu domicile au terminal 2F dans la zone départ, près du coin business et de ses mini-bureaux. Voilà. Vous voulez pas un moment pour goûter? Il a été rejoint récemment par de nouveaux, Gabi, une SDF allemande, et Arkady, 32 ans, qui vit à Roissy depuis seulement 2 mois. Ce jeune Français se présente comme un agent pour mannequins qui vivait encore tout récemment à Londres, dans les paillettes et le glamour. Une petite chaussure Louis Vuitton, petite chemise Burberry. On était bien. Maintenant, regarde, on m'a donné ça aujourd'hui. La femme, elle avait tellement pitié de moi, elle m'a dit, vous avez même pas d'eau? J'ai dit non, elle m'a acheté une bouteille. J'ai acheté des chaussures à 500 €. Maintenant, une bouteille d'eau, je peux pas. Arkady s'est retrouvé à la rue, dit-il, du jour au lendemain. Alors qu'il était en voyage d'affaires, sa fiancée l'aurait quitté. Elle lui aurait tout pris. On n'était pas mariés. C'est tout comme, hein. On avait les comptes en commun. Voilà. On était quoi depuis 2014, presque 5 ans ensemble. Et ma famille, ils ne voulaient pas que je sois avec elle. Donc le jour où mon père m'a dit, écoute, tu peux pas être avec elle, c'est elle ou nous, j'ai choisi elle. Et le jour où elle m'a tout pris, j'ai dit à mon père, voilà, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Et mon père, il m'a dit, j'en ai rien à foutre, je te connais pas. Sans ressources, bloqué à l'aéroport, il attendrait maintenant un arrangement financier avec son ex-compagne. Pour l'instant, il survit et subit ce qu'il considère comme une dégringolade sociale. Quand t'es un voyageur, c'est pas pareil. T'es un voyageur, t'es le roi. Bonjour monsieur, ça va, on peut prendre vos affaires. Nous, rien. Vous êtes au bas de l'échelle sociale de Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça, on peut dire? En dessous du bas. Il y a le bas de l'échelle. Je dirais que le bas de l'échelle, c'est ceux qui travaillent comme femmes de ménage et tout. Eux, je dirais, c'est le bas de l'échelle. Ils parlent pas très bien français. Nous, on est bien en dessous. Tu creuses. Et on est en dessous. D'ailleurs, entre personnes du dessous, une solidarité s'est mise en place. Cet agent de nettoyage, par exemple, laisse derrière lui un petit cadeau trouvé dans les zones d'embarquement. Une petite bouteille de mousseux. Souvent, il me garde dessus, il me garde des choses, quand il me voit, il me donne. Il a nettoyé, il a posé juste à côté, discrètement. L'autre avantage, dans un aéroport, c'est le Wi-Fi gratuit. Vous n'avez pas oublié vos sacs, non? Vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il pouvoir charger ses téléphones et l'ordinateur. Ici, les prises électriques sont aujourd'hui hors service. Il faut changer de terminal. J'aurais dit OD, mais il y a plein d'autres SDF et tout ça qui occupent les sièges. C'est pas bon, le D. Un voyage à pied de 10 minutes vers le terminal 2C que Jérémy connaît très bien. Voilà, ici. Tu vois, c'est ça que je cherche. Directement l'entrée USB. Ouais, mais il n'y a que l'USB, je crois, qui marche. Oh putain. Oh, il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose. Ah, celui-là aussi, il marche. Alors c'est que c'est la prise là qui ne va pas. Ah ben ça va, on est bon. Quand tu viens à l'aéroport, les chargeurs, les plugs, c'est ce que tu cherches toute la journée. Charger ton téléphone, charger ton ordinateur portable. Tu cherches ça et tu ne bouges plus quand tu l'as trouvé. Et ici, en plus, comme je disais, tu as un appui, si tu veux, vers ton sang pour mettre bien ta tête contre le mur, ça qui va te permettre de bien faire ta sieste. Jérémy a une vie de SDF millimétrée à l'aéroport. Il en connaît les moindres recoins, tous les bons plans pour un confort minimum. Pour aller se laver, il traverse le terminal 2 avec sa serviette et sa trousse.
Et il va au fond, à l'entrée des toilettes pour femmes. Voilà, c'est ici. Dans la pièce normalement réservée aux mères et à leurs nourrissons. Ça, c'est des toilettes normalement conçues pour longer les bébés. Donc, ce qui fait qu'il y a de l'eau chaude ici. Il y vient environ tous les 2 jours. Je rentre exprès là, j'en profite. Comme l'eau est chaude, de me laver les cheveux. Me laver aussi de temps en temps. Voilà. Cet ancien saisonnier dans la restauration est arrivé un peu par hasard à l'aéroport. Contrôlé sans titre de transport dans le TGV Nice-Bruxelles, il a été débarqué à la gare Roissy-Charles de Gaulle. C'était il y a 6 ans. Me concernant, oui, j'ai pas vu les années passées. Tiens, ça fait déjà 6 ans, bon, 1 an, déjà 2 ans, déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Oula. Là, il faut se sortir déjà de ce cercle vicieux. En fait, l'aéroport, il y a quand même un minimum de confort qu'il n'y aurait pas dans la rue. Donc l'SDF qui a passé l'hiver au froid aura beaucoup plus envie de s'en sortir pour l'année suivante que l'SDF qui vit à l'aéroport. Les seuls moments que Jérémy passe en dehors de l'aéroport, c'est quand il va voir ses 2 enfants en Belgique. Sa famille le croit toujours saisonnier dans le sud de la France. À Roissy, quand les derniers vols de nuit se préparent pour le décollage, que les derniers passagers de la journée débarquent aux arrivées, les SDF cherchent à s'endormir dans des endroits discrets. La sécurité de l'aéroport a pour ordre de les déloger quand ils s'allongent la nuit dans le terminal. Arkady, lui, tente de négocier son sommeil quand il croise les agents. Il y a 2 heures, tu seras en bas. Je suis là, Voilà. Si les agents le trouvent en train de dormir, ils le mettront dehors comme les autres. Sympathique. Et Arkady devra attendre la fin de la ronde pour se réinstaller au chaud. Qui c'est que j'emmerde par terre? Personne. En réalité, les SDF de Roissy sont rarement dérangés pendant la nuit et peuvent dormir à point fermé. Il est 23 h. Eddy a laissé Jacqueline pour s'allonger dans le couloir qui conduit au TGV. La retraitée, elle, au vu de son âge, est tolérée sur les sièges, les pieds sur ses valises. Si je dors comme eux, là, je peux plus me relever. Hein. Gabi, la SDF allemande, a dégoté la seule banquette sans accoudoir de l'aéroport qui permet de s'y allonger. Jérémy aurait bien voulu celle d'à côté, mais elle est déjà prise. Il va devoir se coucher par terre. Ce soir-là, les agents de sécurité laisseront les SDF du terminal 2F dormir toute la nuit. D'autres n'ont pas ce problème. Les sous-sols regorgent d'endroits bien cachés. Dans ce renfoncement qui jouxte un local électrique, des Roumains ont fait leur maison. Avec un lit, une table de nuit et plusieurs chariots chargés d'objets ménagers. Georges gagne sa vie depuis 5 ans à Roissy en portant les bagages des passagers contre quelques euros. C'est illégal, mais pour faire plus sérieux, il a récupéré ce badge des grands magasins. Depuis plusieurs mois, il s'est installé ici, dans ce squat. Et malgré le bruit, il n'a jamais été inquiété. Les gens qui passent, ils disent rien. Non. Pour plus d'intimité, il s'est même fait une porte. Certains squatteurs ont mis de la moquette par terre. Et quand ils sont allongés, ils entravent l'accès à un local technique. Le personnel de l'aéroport leur fait savoir par voie d'affichage qu'ils doivent libérer les lieux. Tout près des quais de livraison, d'autres SDF préparent un sauté de porc sur une cuisine improvisée. Faire de manger. Faites à manger là? Oui.
Ah ouais. Leur réchaud est posé sur un chariot qu'on utilise d'habitude dans les avions pour transporter les plateaux repas. Un peu plus loin, les maîtres des lieux, 2 SDF, Bagou, 20 ans d'aéroport, et Bilal, ici depuis 8 ans. Ils se sentent tellement chez eux qu'ils font même le ménage pour que ça reste propre. Pour survivre à Roissy, c'est bien de connaître des gens aussi. Ils donnent un coup de main aux membres du personnel et ils leur font même la bise quand ils arrivent. Des employés bienveillants qui laissent Bilal et Bagou se servir dans ce sac, par exemple, rempli de sandwichs. Ça, un vendu. Allez, il a mangé. Et là... Tu peux mettre un télé, s'il vous plaît? Ouais, mais il est lourd, on vient en perdu. Le sac partira finalement à la poubelle. Il y a trop à manger en fait. Oh, j'ai mon plat là. Ce que Bagou et Bilal attendent, ce sont les chariots qui vont arriver par ce portique électronique. Ils ne peuvent pas le franchir. Juste derrière, ce sont les zones d'embarquement, beaucoup plus sécurisées, et il faut un badge pour y accéder. Ce chariot orange en revient tout juste. Dans ce sac, une mine d'or pour Bilal. C'est pour les douches, il est plein là? Non, la moitié doit être à peu près là. Des shampoings, des cosmétiques, des liquides interdits en cabine et confisqués par la sécurité juste avant d'embarquer dans l'avion. Il y a aussi ces petites bouteilles de vin qui suscitent la convoitise d'un autre SDF. Oh, Gégé, c'est pas un bistrot ici, hein. Ok, no problème. Si Gégé va les boire tout de suite, Bilal, lui, va tout stocker dans des valises. Saké. Encore de la bière. De la bière turque, du soda péruvien, c'est comme le cognac, mais c'est pas du cognac. des mignonnettes d'Armagnac, Peut-être Armagnac. Ça, c'est du miel, ça vient d'Israël. de la pâte à tartiner italienne, du fromage hollandais. Tout cela, il nous montrera comment il le vend au sein même de l'aéroport dès le lendemain matin. Ce qui lui rapportera le plus d'argent, ce sont ces bouteilles de Bordeaux. Bonjour, j'ai trouvé un Margaux année 2000. Ah oui? Tu l'as vendu ou tu l'as... Ah oui, je l'ai vendu tout de suite. 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros et 5 euros. Ça fait déjà 25 euros là. Bilal et Bagou resteront là toute la nuit, à attendre l'ébène et leur précieux chargement. Au petit matin, à Roissy-Charles de Gaulle, ce sont les policiers qui réveillent les SDF du terminal 2. Bonjour, police. Vous décalez voir chez vous pour des raisons de sécurité. Ils évacuent un périmètre autour d'un bagage abandonné. Allez-y. Au deuxième sous-sol, Bilal et Bagou n'ont pas fermé l'œil de la nuit. C'est bon. Bagou, c'est bien. Ils l'ont visiblement passé à boire une partie du contenu de leur valise. Ils sont ivres. Des employés tentent de les calmer et les séparent. C'est bon, vous êtes des potes là. C'est seul que Bilal ira finalement revendre le contenu de sa précieuse valise. Très éméché, il essaye de sauver les apparences, avec plus ou moins de succès, pour rejoindre sa clientèle. Les chauffeurs de taxi au-dessus de la gare TGV. Ça va, qu'est-ce que tu veux? Mon gars. Je suis fatigué aujourd'hui. Ici aussi, tout le monde connaît Bilal. Alors quand il cogne son chariot contre une voiture,
Il est rapidement pardonné. Le plus important pour les chauffeurs, c'est de savoir ce qu'il a dans sa valise ce jour-là. Écoutez, c'est gros. C'est un euro. Voilà, merci bien. Les prix défient toute concurrence. Ça, c'est saké. Bilal sait que nous filmons en caméra cachée. Il ne cherche pas à dissimuler son petit business qui lui permet de survivre. Ses clients, les chauffeurs, connaissent la provenance de cette marchandise. C'est les gens qui veulent, quand vous êtes dans l'avion, en fait, avant de prendre l'avion, vous avez des produits, vous les mettez dans une boîte. En fait. Après, les SDF, ils vont les récupérer. La dernière fois, il a ramené le whisky, il a ramené le JB, mais tout propre et tout. C'est SDF. Ça, c'est pas blessé. Ça permet de les aider ici. Mais légalement, acheter ces produits, c'est du recel. Bon, merci bien. En une quinzaine de minutes, Bilal écoule une partie de sa marchandise. Il repart avec 20 € en poche. Il est 11 h du matin. Le sans domicile fixe va se coucher au fond d'un couloir dans les sous-sols. Un local électrique qu'il occupe depuis 3 mois, sans être dérangé. Bilal dit avoir travaillé dans la restauration. Chef de rang dans plusieurs restaurants chics à Paris et à l'aéroport avant de se faire licencier. À cause de l'alcool, je buvais trop. Et en temps, je prenais une bouteille d'alcool, je cassais à côté. Une fois le service fini, je rentre 2 bouteilles d'alcool dans mon sac. Et c'est pas une fierté. Okay. Comme il refuse alors d'être un poids pour sa famille, Bilal s'installe à Roissy. Comme d'autres SDF, il se construit une vie avec un minimum de confort. Ok, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Tu peux imaginer la place là, hein, le squat que j'ai là. Est-ce que tu imagines que moi, je suis là? Il affirme que sa famille est au courant et que parfois même, elle lui rend visite à son domicile, terminal 2E. Je suis bien. Juste au-dessus, dans la zone départ, il y en a un qui compte bien vivre ses dernières journées à l'aéroport. Arkady, celui qui se présente comme un agent de mannequin. Pour vous booker, voilà, c'est ce que je dis, on va chercher vos atouts. Donc vous avez déjà une jolie poitrine, vous avez des jolies jambes, s'il peut y avoir les jolies fesses pour la lingerie, le body painting, c'est comme ça qu'on va vous booker, quoi. Il a mis la veste, comme au travail. Il aurait reçu une bonne nouvelle. Un virement devrait arriver très vite sur son compte en banque et lui permettre peut-être de retourner à Londres. Maintenant que je sais que je rentre lundi, ben je recommence. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message à tous les bookers, je rentre lundi, donc je suis là. Donc on m'a déjà donné 11 dates de shooting en avril. À moi de trouver les mannequins maintenant. Donc il y a... Ben, voilà. L'argent mettra finalement plus de temps que prévu à arriver. Ah, Maëva ? S'il arrive un jour. Arkady devra encore patienter avant d'embarquer et de quitter la communauté des SDF de Roissy-Charles de Gaulle. Tous les lundis, à 4 h du matin, Jean-René, 54 ans, arrive à Paris dans son camping-car. Je travaille à la mairie de Paris, je suis bûcheron et lagueur. Là, je pars à 1 h du matin de chez moi. Et comme ça roule bien, je suis pas embêté par les camions. Et voilà. Et je me gare, je me repose 2 heures et puis après je vais au boulot. Marié, père de 2 enfants, il habite à Maubeuge dans le Nord, à 230 km de son lieu de travail. La solution, c'est pas facile, hein. Là, voilà la solution. Une rue à la lisière du bois de Vincennes, où il gare son véhicule toute la semaine. Il passe ses nuits ici depuis 22 ans. C'est pour l'intimité ou l'isolation? Intimité et isolation en même temps.
Pendant 9 ans, il était artisan élagueur dans sa région. Mais en 1996, menacé par la faillite, il a dû fermer boutique. Jean-René a alors été embauché à la mairie de Paris, mais sa femme a toujours refusé de quitter Maubeuge et la maison qu'ils ont achetée. Alors, il a dû s'inventer une vie entre les deux villes. Pourquoi vous prenez pas un appartement à Paris? Bah, payer les factures de la maison dans le Nord et puis l'appartement ici, c'est impossible. C'est impossible? Bah oui, j'ai quand même le trajet à faire. Hein. Donc c'est impossible. Vous gagnez combien par mois? Dans les 2000. Et un appartement à Paris, ça vous coûterait combien? 750. Il faudrait tout vendre là-bas pour venir à Paris, non. C'est pas la peine. Les premières années, Jean-René habitait dans une fourgonnette aménagée. Mais il y a 3 ans, il a craqué pour ce camping-car, acheté 25 000 € à crédit. On est mieux. Il y a le lit, il y a le chauffage, il y a la télé, il y a le frigo, il y a la gazinière, il y a les toilettes, il y a la douche, il y a tout. Bon, on va se préparer pour le boulot. Hein. Comble du luxe, Jean-René dort à seulement 2 km de son atelier. C'est une rue de Paris, au beau milieu du bois de Vincennes. L'avenue du Polygone, l'un des derniers lieux de la capitale où le stationnement est encore gratuit. Au milieu des promeneurs, des joggeurs et des cavaliers du centre équestre, 400 mètres de chaussée où se pressent caravanes, camionnettes et camping-cars. Une vingtaine de véhicules l'hiver, une cinquantaine l'été, où habitent des salariés, des saisonniers, des travailleurs pauvres, comme des personnes sans ressources. Un petit village sur roue, aux portes de Paris. Comme Jean-René l'élagueur, beaucoup ici ont un emploi. Juste en face de son camping-car, dans cette camionnette, Patrice, chauffeur de taxi, se réveille. Il est 6h30. Il y a encore un peu de gaz. C'est un peu le truc militaire. Hein. Moi, je bois mon café à la casserole, j'ai pas besoin de tasse, et je n'ai personne qui vient ici, de toute façon, donc... Erreur, mais pas d'abus de pouvoir. L'ancien chargé de sécurité de l'Élysée explique... Patrice a 67 ans. Il vit depuis 4 ans dans ce camion. Il n'a pas d'autre logement, seulement ces quelques mètres carrés en tôle, sans isolation du froid, ni aucun confort. Ah ben, il n'y a rien. Il y a un petit réchaud à gaz, un lit, un matelas. Avant, j'avais un sommier, mais bon, avec les lattes, tout ça, j'ai foutu tout ça à la poubelle, ça ne sert à rien, ça se cassait, etc. Enfin, bref. Ici, j'ai besoin de pas grand-chose. Il y a un sac pour le linge sale, il y a un sac pour le linge propre. J'ai quelques petites affaires personnelles. On n'a pas besoin de grand-chose pour vivre, hein, finalement. Non ? Il a acheté ce camion d'occasion. 3 000 €. Son scooter vaut presque 2 fois plus cher. Une folie qu'il s'est payé à crédit l'an passé, après avoir été contraint de garer sa camionnette loin du centre de Paris. Pendant 3 ans, il stationnait et dormait à proximité de son lieu de travail, dans le 18e arrondissement, mais les PV lui coûtaient trop cher. Je crois que si j'avais pas ça, là, j'arrêterais tout complètement. Pas possible. Je ne peux pas me farcir 2 heures de transport en commun, en plus de la vie que je mène, ce serait au-dessus de mes forces. Mais Patrice ne se rend pas directement au travail. Il s'arrête 8 km plus loin, au cœur de Paris, sur l'île Saint-Louis. Les beaux quartiers de Paris, oui. Là, les loyers ici pour une chambre de bonne, c'est une chambre de bonne de 9 mètres carrés, ça doit avoisiner les 1 000 € par mois. À défaut de pouvoir y vivre,
Patrice vient s'y laver gratuitement chaque jour. Avant de prendre son service dans une petite société de taxi du nord de Paris. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, toi? Bon, eh bien. Il embauche à 11h du matin. Donc, numéro 338, ben c'est celle-ci, là. Voilà. En CDI, il touche 1 250 € net en moyenne par mois, salaire fixe et commission compris. Il n'a jamais parlé à ses collègues de ses conditions de vie. Alors avant, j'avais garé mon camion dans une rue juste à côté. Et vos collègues n'en savaient rien du coup alors que vous étiez à côté? Oh, je ne pense pas, non. Vous savez, Paris, c'est une ville où il y a tellement de monde, ça grouille de partout, nuit et jour, que finalement, bon, on arrive à passer inaperçu. Sur sa route, il croise presque chaque jour la tente d'un sans-abri installée sur ce rond-point. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais de la chance d'habiter dans un camion, vous comprenez pourquoi maintenant? À 67 ans, Patrice travaille 11 heures par jour. Allez-y. Ce sera pour la gare de Lyon, monsieur. Oui, ça tombe bien, on y allait. Prenez la carte bleue? Oui. Une bonne dizaine de minutes pour aller là-bas, ça va aller. Parfait. Tour à tour ouvrier, puis coursier. Il est devenu chauffeur de taxi à Paris il y a 21 ans. Bonne journée. Merci, au revoir. Hein. Au revoir. C'est bien. Par souci d'économie, il déjeune tous les midis derrière son volant, sans jamais dépenser plus de 5 €. Alors ça, c'est de la bouffe de travailleurs pauvres. Coûte pas cher. Une nourriture relativement saine, on va dire. C'est bien bourratif. Dès qu'il en a la possibilité, il s'accorde une petite pause dans un café où il a ses habitudes. Ça va, monsieur? Bonjour, monsieur Patrice. Patrice n'est pas considéré comme une personne pauvre. Il cumule emploi et retraite. En tout, il touche 2100 € net mensuels, des revenus presque équivalents au salaire moyen en France. Alors, comme d'habitude, un petit café. Mais Patrice ne veut pas louer d'appartement. Merci. Par esprit de révolte. Je refuse systématiquement de verser la moitié de mes revenus, tout ça pour aller dormir quelque part dans un immeuble en dur ou une maison en dur. Je refuse de participer à cette escroquerie, à cette escalade qui n'en finit plus. La cote immobilière a grimpé. On s'arrête où comme ça? On va jusqu'où? On va jusqu'à 100% du salaire? Regardez les gilets jaunes, pourquoi ils sont dans la rue en train de se faire éborgner par la police? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus. Eux, ils se logent. Ils se logent, mais ils ont des gosses à nourrir, à habiller, etc. Ils n'y arrivent plus. Il n'y a plus rien à la fin du mois. Qu'est-ce que je dis à la fin du mois? Le 15 du mois, il n'y a plus rien. Faut arrêter, les gars. Vers 11h du soir, Patrice rentre chez lui. Dans son camion, il n'a pas de chauffage. On doit être pas loin de 0 degré, là. Hein. Je vois qu'il y a de l'humidité au plafond. Ah bah oui, ça, on est en plein bois, hein, c'est très humide. Fait froid. Alors, c'est vraiment... Vous avez de quoi manger ou boire ici boire oui. Enfin, t'as vu, l'eau est gelée là ce soir, donc... Tu peux nous montrer J'ai pu c'est ça là. Il y a des glaçons naturels. Oh. Patrice est veuf. Chaque mois, il envoie une grande partie de son argent au Cameroun, à la famille de son épouse décédée. Il y possède une maison et il compte s'y installer définitivement dès la fin de cette année. Bye bye la compagnie, et puis bonne chance pour la suite. Moi, je me tire. Mon projet, c'est de vivre normalement, c'est-à-dire calmement, avec une température la plus élevée possible. Moi, j'ai horreur du froid.
Vivre au milieu de gens qui se satisfont de peu de choses, finalement, moi, ça me convient parfaitement. Partir au soleil et ne plus subir les hivers au bois de Vincennes. Une perspective que n'a pas sa voisine, Leïla. Cette Algérienne de 44 ans vit en France depuis 10 ans. En situation régulière, elle a préféré témoigner à visage masqué, par honte, dit-elle. Elle se réveille chaque matin dans ce camion depuis 2016, une éternité. J'ai mis un peu de crayon et un peu de fond de teint pour sortir, pour donner un bon mille pour les gens. Je veux pas les gens voir à moi. J'habite dans un camion. Donc, j'ai fait comme tout le monde, comme toutes les femmes. Je lave, je bois mon café et je vais partir pour travailler. Cette vie, elle est très dure. La vie de camion n'est pas facile. Mais pour les femmes, plus que les hommes. Bon, l'été, ça va. Mais dans l'hiver, c'est dur, c'est dur. L'hiver, c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la neige, c'est le froid, et surtout le froid. Leïla vit ici avec son second mari, Ahmed. Lorsqu'elle s'est séparée de son premier conjoint, elle a vécu un temps à la rue avant d'acheter cette camionnette, du provisoire, qui dure depuis bientôt 3 ans. Il est 4 heures du matin, l'heure de partir au travail. Le thermomètre affiche -1 degré. Ahmed est maçon. Il travaille rarement et toujours au noir. Le couple vit du petit salaire de femme de ménage de Leïla. Un temps partiel, payé 600 € par mois, moins l'argent qu'elle envoie à ses parents et ses enfants en Algérie. Personne n'est au courant. Personne ne connaît moi, je vis dans un camion. Tout le monde il croit que moi, je vis dans un appartement. J'ai avec une dame. Elle m'a loué une chambre pour dormir. À qui dites-vous que vous logez chez une dame? Tout le monde. Je peux pas dire ça à mes parents. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est honte, ça. C'est honte. Chez nous, il n'y a pas ça. Hein. Chez nous là-bas, il n'y a pas de ça. Leïla travaille en CDI, un contrat de 22 heures par semaine dans un réseau de salles de sport. Ce matin, c'est la première fois qu'elle se rend dans ce club. Je suis à côté de la porte, il n'y a personne. Est-ce que je peux ouvrir avec cette patch? Mais à son arrivée, à 5 heures du matin, elle trouve porte close. Son badge ne fonctionne pas. Non, vous n'êtes pas dire à 6 heures. Donc j'attends jusqu'à 6 heures, c'est ça? D'accord, d'accord. J'attends. Vous êtes levé pour rien, ça vous énerve pas? Non, ça va, ça va. Je suis déjà... J'ai l'habitude. J'ai l'habitude avec les gens comme ça. Hein. C'est pas la première fois. Leïla attendra 1 heure qu'on lui ouvre avant de pouvoir commencer sa journée de travail. 14 heures plus tard, retour au bois de Vincennes. Leïla est exténuée. Son mari a préparé le repas, du cœur et du foie de mouton à la sauce tomate. Bien sûr. 6 ولا 7 لا صوص طوماط تجي
Ils peuvent compter l'un sur l'autre, mais en dehors de leur couple, Leïla et Ahmed ne fréquentent personne. Je ne peux pas vivre normalement, ni avec... je ne peux pas faire des amis. Je ne peux pas parler avec ma famille. J'ai dit, viens demain ou après-demain pour prendre avec moi un café ou pour prendre le dîner avec moi ou quelque chose. Je ne peux pas. Leïla a fait une demande de logement social. Elle attend qu'on lui attribue un appartement depuis 2 ans. Mais au bois de Vincennes, les habitants des camions ne sont pas les plus mal lotis. À quelques mètres à peine de l'avenue du Polygone, un autre monde, au cœur de la végétation. Ils sont 150 à 200 SDF toute l'année à vivre sous tente, dans les quelques 1000 hectares du plus grand espace vert parisien, certains depuis plus de 10 ans. Océane et Benjamin, 22 ans tous les deux, ont partagé ces conditions rudes pendant 1 an. Oui. Doucement, doucement, doucement. En couple depuis 3 ans, ils ont d'abord connu l'appartement des parents d'Océane, puis les squats, et ont même dormi plusieurs mois sous un pont. Sur ce terrain, ils s'étaient ensuite aménagé un petit chez eux. Ah là, du coup. Du coup, en soi, on avait à peu près 50 mètres carrés. Hein. Oh, 40, 50. Du coup, on s'était fait des grandes barrières tout ici, comme ça, là, tout autour. Notre petite table à manger. Ah, c'est beau, par contre, quand c'est en été. Avec les beaux rayons de soleil. Notre chambre, notre petit salon. Ils ont tout débarrassé il y a quelques jours et ont quitté un quotidien parfois difficile. C'est pas ici qu'on peut rester propre, on va dire. Entouré de terre, de poussière à longueur de journée. Couper du bois tous les jours. Ouais. Sentir le feu de bois. Ça fait 2 semaines qu'on ne sent plus le feu de bois, mais ça a été notre un an que je sentais le barbecue quand même. C'est apaisant hein, d'être en intérieur. Il y en a qui s'en plaindraient d'être dans un camion, mais c'est comme un appart au final. Allez, go. Pour eux, c'est une petite révolution. Une camionnette dans laquelle ils habitent depuis 2 semaines. C'est le père d'Océane qui leur a donné le véhicule, même s'ils n'ont pas le permis et ne peuvent pas le conduire. Un domicile de 6 mètres cubes environ, avec une table pliable qui se transforme en lit et un coin cuisine. Non. Manger des repas chauds, je pense que c'est essentiel qu'on les dort. Là au moins on peut se faire des pâtes, on peut se faire chauffer avec du fromage, de la sauce tomate. On s'est fait des crêpes la semaine dernière par exemple. Le seul truc qui manque ici c'est les sanitaires. Et ben non. Ici du coup on a des chiottes chimiques. Donc en soi on a un produit qu'on dilue dans de l'eau et on a 48 à 72 heures pour aller le vider dans une cuve. Là c'est le couvercle du chiotte. Et en dessous t'as une réserve à peu près de 10-15 litres. Benjamin et Océane n'ont jamais eu d'emploi stable. Ils ne touchent pas le RSA, n'ont ni domiciliation, ni compte en banque. Leur seule ressource, c'est la manche, que Benjamin fait 6 jours sur 7. Sauf le dimanche. On se garde vraiment un jour de tranquille dans la semaine, mais sinon oui, j'y vais tous les jours. Et tous les jours de 16h à 18-19h en général. Mais avant de commencer, Benjamin se rend à l'arrière de ce supermarché pour la sortie des poubelles. Salut, salut. Ça va ou quoi? Tu veux le sortir tout de suite? Tout de suite? Il y en a beaucoup là. Lourd, de la viande? Tout. Cool. Le couple se nourrit principalement des invendus du supermarché qu'ils récupèrent gratuitement. C'est des trucs qui ont dû être sortis du... Non, ils sont pas ouverts. Du pain, un petit peu de poisson. C'est quoi? Une flamenquiche qui est périmée dans 17 jours. Elle est pas périmée là? Non, 17 jours. Hop là. Pour le reste, Benjamin fait la manche à l'entrée du supermarché. Chaque jour au même endroit, à la même heure, il fait désormais partie du paysage. Mademoiselle, bonjour. Comment vous allez? Oui, tranquillement. Alors, le camion,
Ça fait trop du bien. C'est vrai? Ouais, grave. Sincèrement, ça fait vraiment trop du bien. Ça fait plaisir. Bah là, ça va faire 2 semaines, on y est du coup dans le camion. Ça fait 2 semaines demain. Donc, J'ai 2 courses à faire là. Ce sont mes parents. Bonne année, hein. Merci, plein de vous bonnes de même. Très bon après-midi, messieurs dames. Benjamin a coupé les ponts avec ses parents à l'âge de 15 ans. Il ne reverra sa mère que 4 ans plus tard et n'a plus été en contact avec son père depuis. Adolescent, il alterne la vie de rue et de brefs passages chez ses grands-parents. Pardon de vous importuner, pourrais-je vous déranger pour une cigarette éventuellement? Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Je vous remercie, c'est très aimable. Passez une bonne après-midi. Toujours très poli lorsqu'il fait la manche, il a hérité des bonnes manières qu'on se transmet dans sa famille. Comment vous vous appelez, vous? Je m'appelle Benjamin de Girard de Mélé Van Coëren. Vous êtes noble? C'est une famille de barons à laquelle j'appartiens. Et du coup, c'est quand mon grand-père sera décédé, c'est mon père qui héritera du titre. Et quand mon père sera décédé, vu que je suis son premier fils, je suis censé hériter du titre. C'est tout complet que j'ai jamais su comment vraiment ça fonctionnait. Mais oui, j'appartiens à une famille assez noble au final. Vous avez besoin de quelque chose? Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup monsieur. Excusez-moi. Éventuellement, si ça vous dérange pas, oui, quelques petits paquets de gâteaux ça. Les habitués de Benjamin lui proposent même de lui faire des courses. Merci beaucoup, mademoiselle. Très bonne soirée à vous, bon courage. Merci beaucoup, madame, c'est très gentil à vous. Passez une très bonne fin d'après-midi, merci. Il lui suffit de 2 heures pour atteindre ses objectifs. Je vais repartir avec une 30aine d'euros approximativement. Plus un petit ticket restaurant que j'ai eu la chance de trouver par terre. J'ai la chance de peut-être déjà encore être jeune comparé à certaines personnes qui sont dehors pour le moment et qui essayent de s'en sortir. Tout simplement parce que si je m'efforce d'être poli et respectueux envers les gens, malgré qu'ils soient aigris envers moi, et parce que je ne suis pas alcoolisé sur la voie publique ou que j'essaye pas d'être dénigrant envers autrui en soi. C'est beaucoup, j'essaie d'être droit. Avec cet argent, Benjamin et Océane font des économies pour passer le permis. Lorsqu'ils pourront conduire leur camionnette, ils veulent devenir travailleurs saisonniers et vivre sur les routes, loin de Paris. Le château des Hautes-Montées à Orléans. Sa façade Renaissance, son parc de 3 hectares, où Henri IV aimait, dit-on, venir chasser le loup. Ses dépendances comme cette ancienne chapelle, ou cette bâtisse aujourd'hui rénovée. Un ensemble immobilier qui abrite depuis 6 ans 27 logements privés, dont celui de Sébastien. Ce fonctionnaire de 33 ans a acheté cet appartement de 70 mètres carrés pour goûter à la vie de château. C'est un rêve, quelque part, de vivre dans une résidence où il y a un château avec un parc de 3 hectares. Donc voilà, on a envie de quelque chose quand on fait un premier achat. Il faut qu'il y ait un petit plus, qu'il y a ce quelque chose en plus que les autres appartements n'ont pas. On m'a vendu du rêve et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un cauchemar. Un cauchemar, car l'appartement de Sébastien, acheté 115 000 € en 2008, est encore en travaux. Il regorge de malfaçons. Tous les mois, des infiltrations font leur apparition. Voilà, donc j'essaye régulièrement de mettre une couche de peinture pour masquer l'humidité, les moisissures qui ont été causées par les non-finitions en fait, de l'appartement que j'ai acheté il y a 6 ans maintenant. Ces canalisations ont même été montées à l'envers. Les eaux usées de ses toilettes ressortent dans sa baignoire à remous. Des nuisances qui toucheraient 8 autres appartements, ainsi que les parties communes de la résidence. Voilà, comme le ravalement n'a pas été fini, vous avez des traces d'humidité partout sur le bas du château. Des morceaux de la façade en tuffeau sont tombés et les propriétaires sont inquiets pour leur sécurité. Vous avez vu la cheminée ? La cheminée qui menace de s'effondrer avec des fissures. Ici, ça risque de tomber sur quelqu'un un de ces jours. Un accès aux caves un peu compliqué, des installations électriques non conformes et de l'humidité à tous les étages. À l'origine de ce rêve brisé, un promoteur qui n'aurait pas tenu ses engagements. Tout commence en 2007. La ville d'Orléans, propriétaire du château, n'a plus les moyens de l'entretenir.
Elle cède la propriété à un promoteur immobilier de la région pour 1 200 000 €, mais à condition qu'elle soit rénovée, suivant un cahier des charges contraignant. Le projet devra être particulièrement soigné au niveau de la façade et dans la qualité des matériaux utilisés. Le promoteur accepte et vend le château à la découpe à 20 propriétaires. Mais à la fin prévue du chantier, début 2009, les travaux de rénovation ne sont pas achevés et présentent de nombreuses malfaçons. La mairie attaque le promoteur car le cahier des charges n'est pas respecté. Aujourd'hui, Émile Penef ne nie aucun de ces problèmes. Installé depuis 40 ans en France, cet homme d'affaires d'origine bulgare accepte même de répondre à nos questions. Vous aviez des engagements auprès de la mairie d'Orléans. Elle vous attaque aujourd'hui. Vous deviez faire tels travaux, rénover la façade, que le bâtiment tienne debout. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Il y a des chenaux qui ne sont pas entretenus, il y a des débordements, il y a des infiltrations. Ici, il y avait une infiltration dans un appartement à cause de non-entretien des chenaux. Ma société est responsable pour les travaux effectués et elle va assumer ses responsabilités. Ce discours, Émile Penef le tient depuis 3 ans aux copropriétaires. Il leur a même proposé un accord à l'amiable. Et étrangement, il est le seul à ne pas l'avoir signé. Les travaux sont estimés aujourd'hui à 252 000 €. L'homme chercherait-il à gagner du temps pour éviter de les payer? C'est ce que pensent les copropriétaires qui portent plainte à leur tour. En novembre dernier, ils obtiennent une première victoire. Émile Penef n'a plus le droit de vendre les derniers biens vacants de la résidence. 3 logements comme celui-ci d'environ 100 mètres carrés. Et cet ancien gymnase, situé au fond du parc, censé abriter des commerces. Le tout est estimé à 900 000 €, une caution pour garantir le paiement des travaux. Émile Penef ne supporte pas l'idée de laisser ses logements à l'abandon. Bonjour. Du coup, il s'est lancé dans un étonnant projet humanitaire. Héberger gracieusement des SDF dans les logements vides du château. On est arrivé à Orléans et on s'est installé à côté de la cathédrale. On ne savait pas où dormir et on a rencontré Émile. Je remercie Dieu de l'avoir croisé. Cette famille rome de 7 personnes, originaire de Bulgarie, est installée depuis 1 mois et demi dans cet appartement de 120 mètres carrés, mais sans électricité ni chauffage. Pour l'instant, on avance doucement. Le promoteur ne peut ni vendre ses appartements, ni les louer. La charité était pour lui une solution avantageuse. Pourquoi je veux les aider? Parce que d'abord, je sais que ce logement-là ne soit pas squatté, donc c'est par intérêt personnel. Parce que maintenant, les logements sont vides, donc ils peuvent être squattés, donc c'est la première motivation. Et la deuxième motivation, parce que je paye des charges autant que quelqu'un profite de ses charges. Dans la chapelle du château, il héberge également Georges, un chanteur roumain, à la rue depuis 7 ans. Bon. 80 mètres carrés gratuits pour lui et son chien. L'ancien sans-abri a encore du mal à réaliser. Merci. Au début, je croyais que c'est une blague. Bon, comment j'habite dans un château? Qu'est-ce que je fais dans ce château? Est-ce que je ne suis pas bourgeois? Je suis un jeune de la rue. Je l'ai mis comme ça, j'ai dit, Monsieur Penef, vous êtes mon Père Noël pour moi. Vous êtes mon Père Noël. Le Père Noël Penef a encore un dernier appartement à distribuer. Ce jour-là, en moins de 5 minutes de marche dans les rues d'Orléans, Monsieur, bonjour. il trouve l'heureux élu assis sur un banc. Vous êtes d'Orléans? Oui. Comment vous appelez? Jumbo dort dans la rue depuis 15 ans. Ouais, je suis un petit peu à la manche, c'est un peu dur. Hein. Je peux m'asseoir là à côté de vous. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre le château de Montaigne, que vous visitez cet après-midi? Je vous prends en voiture, je vous emmène. Et c'est combien par mois, ça? Non, gratuit, monsieur. Rien du tout. Ni charge, ni loyer. Gratuit. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de problème. Prenez vos sous et votre sac, on y va. Et vos affaires. Si vous avez une baguette magique, vous tapez et vous avez un métier. Qu'est-ce qui vous aurait plu? J'aurais pu
essayer de trouver les pépites. À défaut de pépites d'or, Jambo est convié au château. Ouais, c'est beau, hein. Ça le fait. C'est les clés du château. Il devrait être le 9e sans-abri à s'y installer. Coin salon, parce que vous avez une prise de télévision ici, et votre coin repas ici. 120 mètres carrés avec 3 chambres, estimé à 275 000 €. Là, c'est la salle de bain. Vous verriez bien ici, vous. Ah oui, c'est beau. L'offre du promoteur paraît alléchante, mais elle est assortie d'une condition. On a des relations de confiance. Je vous dis, monsieur, partez. J'ai besoin de mon logement. Je sais que vous allez partir. La générosité de monsieur Penef aurait donc des limites. Mais surtout, elle commence à déranger sérieusement au château. Aujourd'hui, Sébastien, le propriétaire de l'appartement dégradé par les moisissures, se rend à la réunion des copropriétaires. À l'ordre du jour notamment, l'arrivée de leurs nouveaux voisins. Il a passé un peu de temps, monsieur. Combien de temps les personnes vont rester? Est-ce qu'elles vont rester jusqu'à la prochaine trêve hivernale? Parce que ça peut traîner des mois. Les héberger dans des conditions inhumaines, voilà, il chauffe à la lampe au pétrole et tout ça. Il fait ce qu'il veut après. Bon, nous, on n'a pas le droit d'intervenir. Hein. Bon, il a décidé de mettre des gens dedans. C'est sous sa responsabilité. Il faut qu'on reste unis. Pour continuer le combat. Hein, Dans leur combat, ils ont demandé l'intervention de la mairie et de la préfecture d'Orléans. Leur réponse est sans appel. Il apparaît que ce conflit relève uniquement du droit privé, dans lequel l'État n'a pas vocation à interagir. Les copropriétaires sont d'autant plus inquiets qu'Émile Penef voit grand dans ses projets soi-disant humanitaires. Dans l'ancien gymnase, situé dans le parc du château, le promoteur voudrait créer un centre d'hébergement d'urgence. Juste en face, Michael, cadre dans l'informatique, a acquis cette dépendance il y a 3 ans. Elle vaut aujourd'hui 400 000 €. Mais quand il a acheté, ce projet de foyer au bout de son jardin n'était pas prévu. On achète voilà, un logement et puis derrière il y a un parc. Il y a des arbres, il y a des oiseaux, le matin il y a des écureuils qu'on voit d'arbre en arbre. C'est ça qu'on achète. Voilà, j'ai pas envie que mes enfants grandissent au milieu d'un connerum. Puis là on parle plus de 7-8 personnes, on parle de 50. Donc là ça commence à, je pense qu'on commence à pouvoir appeler ça un camp. Ce projet de camp serait selon lui une provocation de plus du promoteur. Je vous fais chier en mettant des gens dedans. Voilà, c'est bon. Donc ça, il le dit. Et on n'a pas le droit de les utiliser pour faire chier les autres. Et d'utiliser à d'autres fins, etc. Donc voilà. Mais ça, c'est mon jugement personnel. Je ne connais pas le fond de l'histoire. Je ne suis pas dans sa tête. Installer des dizaines de sans-abri au château, Émile Penef aurait-il donc une arrière-pensée? Vous faites pas ça pour ennuyer les copropriétaires? Moi, je ferais ce que les copropriétaires me disent de faire. C'est pour la sécurité des copropriétaires, c'est mieux qu'il y ait une occupation contrôlée. Qu'on s'oppose à SDF, comme il propose d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Mais pas des logements vides qui peuvent être squattés. Les copropriétaires ont pris un avocat en commun pour défendre leurs intérêts. Pour lui, le promoteur jouerait les symptômes afin de retourner ce volumineux dossier en sa faveur. L'intention est certes louable, généreuse, mais quand on connaît le contexte, on comprend tout de suite que ces sans-abri qui ne sont pas hébergés chez lui dans son hôtel particulier à Orléans, bien qu'il y ait certainement beaucoup de place, sont acceptés effectivement là-bas, logés dans des lots qui sont totalement insalubres. Et ça révèle, je pense, une intention de nuire. Donc effectivement, je m'étonne que le promoteur n'ait pas eu cette idée plus tôt. Peut-être n'y avait-il pas pensé. Est-ce la médiatisation de l'affaire? En tout cas, quelques jours plus tard, la mairie ne considère plus ce conflit comme privé et demande à Émile Penef d'expulser les sans-abri, hébergés selon elle dans des conditions insalubres. En cas de refus, il devra s'acquitter d'une amende de 1 000 € par jour. Au petit matin, la famille Rome est priée de faire ses valises. Pourquoi vous partez?
Ne vous restez pas ici, pourquoi vous dormez plus ici? Non. Paris. Vous avez peur? Allez, Clinton, Jasper. Bouge. Ils vous ont dit. Allez, calme, Depuis notre tournage, il n'y a plus aucun SDF au château des Hautes-Montées. Mais le conflit entre les copropriétaires et Émile Pennef n'est pas fini pour autant. En septembre, le promoteur devra répondre des malfaçons devant le tribunal d'Orléans. Six mois avant ce tournage, Christophe dormait encore au chaud, dans un lit. C'est son premier hiver dehors, et il se réveille tous les jours avant 5 heures. À 58 ans, il s'est installé sur un quai de gare et passe ses nuits sur 3 sièges en métal. Tu vois, j'ai quand même tout prévu. Hein. Les petits sachets. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la mousse de chaise. C'est pas très confortable. Hein. Je mesure 1,84 m et je dois m'accommoder d'1,60 m. Donc c'est pas très évident. Dormir à point fermé, je sais pas ce que c'est, il y a longtemps. Il a atterri ici un peu par hasard, un soir d'août 2019, le jour où il s'est rendu compte qu'il ne savait plus où dormir. Je suis arrivé ici, j'ai vu que c'était ouvert sur l'extérieur. J'ai regardé, je dis c'est calme, tout. Je lui dis ça me convient. Je ne sais pas pourquoi, je dis c'est ici que je vais. C'est tout. J'ai senti quelque chose dans lequel je vais avoir la sécurité. La nuit, la gare est fermée. Il est seul sur le quai, à l'abri des regards. Et chaque matin, il se prépare pour le premier train. Celui de 6h27. Christophe se mêle alors aux voyageurs, fait mine d'être l'un des leurs. Mais ce matin encore, il ne montera pas à bord. C'est son rituel pour sauver les apparences. Je n'ai pas du tout envie que les gens se rendent compte de ma situation. Est-ce que les gens s'aperçoivent que je suis sans domicile? Personne ne s'est aperçu. Et c'est important pour vous? C'est très important. C'est le regard que je dois projeter. C'est le regard que les gens ont sur moi également. Depuis qu'il est à la rue, Christophe marche, sans cesse. 6 kilomètres ce matin-là, pour se rendre dans un accueil de jour, une association qui permet aux sans-abri de faire leur toilette et de prendre un petit déjeuner. Vous servir quelque chose? Je prendrais bien un café, s'il vous plaît. Je te remercie. C'est super, ça fait du bien. Petit déjeuner, en plus, c'est très important pour moi. C'est un des seuls repas que je fais dans la journée. Il n'a entrepris les démarches pour toucher le RSA qu'une fois à la rue. Et pour l'instant, sa demande est en cours de traitement. Il n'a plus un sou pour se payer un ticket de bus ou un repas. Je n'ai que 20 centimes dans mon porte-monnaie, actuellement. C'est tout ce que vous avez? C'est tout ce que j'ai. J'ai un compte en banque sur lequel j'ai 0 centime. Pour l'instant, Christophe tient bon. Il essaie de soigner son apparence, se rase presque tous les jours et veut garder une hygiène irréprochable. Ne jamais oublier d'avoir les ongles propres, parce que les gens regardent les mains. C'est un petit détail qui, pour moi, est très important. Rien ne le prédestinait à la grande pauvreté. 10 ans en arrière, Christophe était marié. Ce père de 3 enfants coulait des jours heureux dans cette maison en périphérie de Lille dont il était propriétaire. Il est alors cadre commercial en CDI
dans une filiale d'un grand groupe de matériaux de construction. J'avais une vie confortable. Je gagnais 1 800 € net par mois, sur 13 mois. Ça me convenait. En couple, avec des enfants, une vie tranquille, partir en vacances, profiter de la vie, des événements, d'aller dans les magasins, choisir les vêtements qu'on voulait. Et une belle vie. C'est un mauvais choix qui va précipiter sa chute. Il décide de démissionner au début des années 2010 pour rejoindre un ancien collègue qui crée son négoce de matériaux. Mais son entreprise va vite déposer le bilan. Christophe dit qu'il se sépare de son épouse 2 mois plus tard et quitte le domicile. Il a 55 ans et ne retrouve pas de travail. J'ai dû repartir chez ma maman en attendant d'avoir un logement. Et ma maman est partie en maison de retraite. Je me suis retrouvé sans logement et je me suis retrouvé dehors. Vous repartez à zéro, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas Internet. Vous dormez dehors. Vous faites avec. Oui. Christophe ne dit rien de sa galère à ses proches. Il ne leur demande aucune aide. Ni à ses 3 enfants, dont il affirme s'être éloigné, ni à sa mère de 91 ans, à qui il rend visite tous les jours à la maison de retraite. Bonsoir maman. Bonsoir. Qu'as-tu fait de beau aujourd'hui? Rien. Je n'ai rien fait. T'as rien fait du tout? J'ai regardé la télé, c'est tout. Donc tu t'en vas encore? Mais oui, comme tous les soirs. Elle ne sait pas qu'il dort dehors. Il lui dit qu'il vit en colocation. À demain, maman. En acceptant de nous raconter son histoire, Christophe a décidé de ne plus se cacher. Bonsoir. De ne plus avoir honte de sa condition. En France, les chômeurs de plus de 55 ans éprouvent les plus grandes difficultés pour retrouver du travail. 60% d'entre eux sont des chômeurs de longue durée. Lorsque, comme Christophe, ils ont épuisé leurs allocations chômage, il ne leur reste que les minima sociaux. Appel en cours. Porte ouverte. Christophe voudrait enfin toucher le RSA. Bonjour madame. Il s'est fait domicilier au centre d'action sociale. Je viens retirer mon courrier. Une adresse postale pour le courrier administratif. Il espère une bonne nouvelle. On a un courrier, on a un courrier de la CAF. Oh. Voilà. Je vous remercie. C'est quoi ce courrier? Eh bien, un courrier que j'attendais de la CAF, je pense que c'est d'avoir pour la confirmation effectivement dans mon dossier. Mais il va être déçu. Son dossier de RSA n'est toujours pas validé. Alors, prime d'activité, fin de droit. Vous n'avez pas renvoyé vos déclarations trimestrielles de ressources. Christophe ignore que ce courrier est une simple formalité et croit que sa demande de RSA est compromise. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on m'explique encore une fois. Merde. C'est chier. Il est dans l'urgence. Il ne peut plus attendre. Pour vous, sans RSA, pas de logement? Rien. C'est quoi la condition? Rien. C'est quoi si vous n'avez pas de RSA, vous... J'ai pas RSA, je peux pas faire la demande de logement. Je ne peux pas. Merde, moi aussi, j'ai 20 centimes dans ma poche. Merde, je peux m'acheter une baguette? Merde. Faut que je fâche la manche? Christophe est prisonnier de la spirale du déclassement. Mais il percevra son RSA 1 mois plus tard. Depuis ce tournage, il vit toujours des minima sociaux et n'a pas retrouvé de travail, mais un logement et une copine. Ceux qui ont connu la rue ont souvent peur qu'elle les rattrape, même s'ils ont fini par remonter la pente. Dans un quartier chic du 7e arrondissement de Paris.
En février dernier, un nouveau salarié fait son apparition derrière le comptoir de cette boucherie. Et au bout de 3 semaines, Didier est déjà très à l'aise. On a dit les deux Montbéliard, le boudin blanc et le boudin noir, c'est ça. Il a travaillé dans des maisons prestigieuses tout au long de sa carrière. Ça fait combien d'années que vous faites ce métier-là? Que je compte, ça fait depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 50, donc ça fait 34 ans. 34 ans que je suis boucher. Vous l'aimez ce boulot? Ah ouais, c'est une passion. Surtout quand on travaille dans une boucherie de qualité et de la viande de qualité. Mais ce que les clients ne savent pas, c'est que leur nouveau boucher préféré est sans domicile fixe. Vous avez goûté? Non, non. Regardez. Didier a décroché un CDD à mi-temps d'1 mois, payé 1 500 €. Il a la chance d'être compétent dans un secteur où la demande de main-d'œuvre est forte. Ça sera tout. Merci. Son jeune patron, Nicolas, est ravi. Quelqu'un qui connaît très bien son métier, ça se court plus trop les rues. Donc j'en suis très content et j'espère qu'on va pouvoir trouver à faire quelque chose et pourquoi pas déboucher sur un CDI. Moi je serais le plus heureux. Ouais. Un CDI, pour Didier, c'est plus qu'un contrat de travail. C'est la possibilité d'enfin s'en sortir financièrement après 3 ans de galère. Un croissant, ouais, c'est sympa. Dans sa vie d'avant, le boucher avait une situation plus que confortable, mais il a brûlé la chandelle par les 2 bouts. J'avais un poste à responsabilité, j'étais dans une grande enseigne parisienne. Et je gagnais 5 000 € par mois. Net, mais à côté de ça, j'avais une vie, je claquais tout. Voilà. On prenait beaucoup de cocaïne. Je prenais 3 grammes de cocaïne par jour. Son addiction lui fait perdre son emploi. Tout va alors très vite. Lui et sa compagne se séparent. Il quitte le domicile. Sans argent, il se retrouve à la rue, où il affirme s'être sevré de sa dépendance à la drogue. C'est là. 2 mois avant ce tournage, il dormait encore sur des cartons. Juste là, en bas. Au pied de cet immeuble. Vous dormiez là? Ouais, je dormais là. Ouais. Je dormais là et j'arrivais à 23h, 23h30 et je partais le matin à 6h, 6h30, j'étais parti. Pendant 3 ans, il alterne contrat précaire, travail au noir et période d'errance. Et c'était là que je cachais mes affaires. Malgré ses efforts, impossible de reprendre pied durablement. Mais ce qui est compliqué, c'est de travailler et de dormir dans la rue. C'est pas Parce que moi, les gens qui me disent on peut dormir dans la rue et travailler, c'est pas possible. C'est impossible. Moi, je commence à 6h ou 6h30 le matin. Je finis à 13h, je reprends à 15h30 et je finis à 20h. Mais je vais vous dire, quand vous faites 11h ou 12h par jour, vous pouvez pas dormir là, sur un carton, et aller au travail le lendemain matin. Et comment je fais pour me laver, pour me changer, pour prendre le café, J'ai quand même 50 ans, donc voilà. Et moi, je veux travailler et je veux retrouver ma vie normale que j'avais avant. Avec l'aide d'une association, Didier a enfin réussi à se sortir de cette spirale négative. Le soir venu, il se rend dans ses locaux, où il réside en compagnie de 6 autres SDF. Un centre d'hébergement temporaire et gratuit pour l'hiver. Merci. Attention à vous. Il dîne avec 4 bénévoles qui préparent les repas et dorment sur place. On fait tous la vaisselle, on met les couverts, on nettoie. C'est un peu comme une coloc. Ouais, c'est une coloc, ouais. Ouais, c'est une coloc, ouais. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ce pain que nous allons partager. Les encadrants sont des fidèles de la paroisse catholique voisine. Ils se relaient chaque soir. Les sans-abri, des hommes exclusivement, sont sélectionnés pour leur capacité à vivre en collectivité. Ils doivent se conformer aux règles, repas à 20h, coucher à 22h
et réveil à 6h30. Plus de 20 petits-enfants. Et tu commences à quelle heure le matin du coup? Je commence à 8h. Et 8h, sauf demain, je commence à 7h. On a beaucoup qui voudraient être à notre place et qui sont dehors. Mais c'est pour ça qu'il faut en profiter pour pouvoir rebondir et puis retrouver du travail tout de suite et un logement. Ce n'est plus la rue, mais ce n'est pas non plus le grand luxe. Tout le monde dort dans la même pièce, en s'aménageant un petit coin. Ça, c'est votre lit, ça? Ouais, ça, c'est mon lit, ouais. Je mets le petit matelas. Un hébergement qui va durer 3 mois et demi. Salut les gars, attends, je te fais un bisou. Depuis notre tournage, Didier a trouvé un CDI dans une autre boucherie et un logement en colocation. Aider les sans-abri à sortir de la rue avant qu'il ne soit trop tard. C'est la mission que s'est fixée Jean-Luc. Chaque semaine, cet entrepreneur de 56 ans participe à l'une des maraudes organisées par les associations caritatives. C'est-à-dire que quand tu dis « je veux être à la rue », c'est-à-dire que tu souhaites rester à la rue. C'est ça que tu es en train de me dire. D'accord. Ce SDF de 65 ans ne veut pas entendre parler d'un hébergement. Jean-Luc et son ami Ludovic doivent accepter la volonté de chacun. En général, on dit que quelqu'un qui a passé 1 an à la rue, c'est très très compliqué de revenir à une vie entre guillemets normale. Mais voilà, quelqu'un qui s'en sort au bout de quelques mois, ça peut se passer très bien. Au bout d'1 an, ça devient difficile. Ouais. Pour ceux qui vivent dehors, un compte à rebours est lancé. Il faut agir vite. Alors Jean-Luc est à la recherche de visages inconnus, des gens tout juste tombés à la rue. Il est où, Michael? Ah bah il est là, Michael. Michael dort dans sa voiture depuis 2 mois. Comment vas-tu? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Depuis la séparation, on va dire, en 2018. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je me suis retrouvé un peu à la rue, on va dire. Et job aujourd'hui? J'avais du travail. Mais le problème, c'est le matin, se lever déjà en normal dans la voiture, avec le froid, tout ça, en fait, on va dire, surtout la période. Et j'étais obligé de l'abandonner. T'as le chômage pour l'instant? D'accord. Le chômage. D'accord. Donc t'es pas totalement démuni, tu peux assumer un loyer? Voilà, ouais, c'est ça, ouais. D'accord, sauf qu'aujourd'hui, les propriétaires te font pas confiance? Oui, si je comprends bien. C'est ça. Il faut un garant, déjà. Un garant, moi j'ai personne. D'accord. Jean-Luc s'efforce de trouver des logements pour les sans-abri. Son association se porte garant auprès des propriétaires. Non mais attends, le monde est petit, hein. C'est la dame que je dois appeler pour toi. Adélaïde? L'histoire est trop belle, je te mets le haut-parleur, il est à côté de moi. Oui, bonjour. 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 Dans 5 jours, la semaine prochaine, Ariane, elle vous appelle. D'accord. Et je vais demander à Jean, vous avez un... Après 2 mois de galère, Michael est peut-être sorti d'affaires. 5 jours plus tard, il s'installera dans un appartement. Le jour, Jean-Luc enfile son habit de dirigeant d'entreprise. Salut. Tu veux un café? Ça va? Ouais, avec plaisir. Ce père de 5 enfants est gérant d'une société de nettoyage industriel qui emploie 80 salariés. Mais cette situation enviable, c'est pour lui une reconquête après un gros passage à vide. Jean-Luc a lui aussi été SDF pendant quelques mois à la fin des années 90. Père de 2 enfants à l'époque, il dirigeait un magasin de photos quand soudain, sa vie a basculé. Il avait à peine plus de 30 ans et refuse toujours de dire ce qui l'a fait dégringoler. En quelques mois, il se retrouve à la rue, un monde étranger pour ce cadre qui accompagnait les photographes sur les grands événements sportifs. Le déclic qui va lui permettre de s'en sortir, c'est une rencontre sur un banc
avec un autre sans-abri. Il vient s'asseoir à côté de moi et puis il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ?» Alors je lui dis « Bah, comme toi. » Il me dit « Ah non, pas comme moi, non. » Je lui dis « Bah, comment ça, pas comme toi ?» Il me dit « Bah, écoute, moi, je suis un ancien ingénieur, j'ai choisi d'être dans la rue parce que j'en avais marre de tout un système. Donc voilà, j'ai décidé de tout laisser tomber. Toi, tu subis, c'est-à-dire que tu vas pas bien, tu es arrivé à une galère, t'es pas encore là depuis longtemps, t'es pas encore atteint, tu picoles pas encore, donc lève-toi. Et c'est vrai que s'il m'avait pas dit ça, bah, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas 3 enfants de plus et 4 petits-enfants, quoi. Après cette rencontre, Jean-Luc se reprend en main et retrouve du travail. Aujourd'hui, plus que quiconque, il sait l'importance d'avoir un logement pour rebondir et la difficulté de s'en procurer un. Il a rendez-vous ce jour-là avec Jonathan, 36 ans, et Dolores, 34 ans, à la rue depuis 4 mois. Merci. À toi l'honneur. Je te laisse passer devant. Le couple va accéder à un rêve jusqu'ici inaccessible. Ah, c'est typique, ouais, effectivement. Génial, génial. Un 2 pièces de 29 mètres carrés au centre-ville du Mans. Impressionné. Génial. Merci beaucoup. Ah oui. C'est trop mignon. Je vous laisse découvrir. Loyer, 350 €. Sympa, là. Vous pouvez monter à l'étage. Une belle petite vue, c'est sympa. Ouais. Toutes leurs affaires tiennent dans 4 sacs. Là, ça va me changer. Prendre une vie sociable, ne pas se travailler toute notre maison sur nous, inspirer, puis après, on va venir trouver du boulot. Et puis on va être... Se remettre dans le bain. Voilà. Même si avec ces 2 RSA, le couple a plus de 1 000 € de revenus, personne ne voulait lui louer d'appartement. Alors, on le dit. L'association de Jean-Luc est officiellement locataire. Et madame. Jonathan et Dolores seront sous-locataires et lui rembourseront les loyers. C'est légal, cela s'appelle l'intermédiation locative. Le bruit des clés, Merci. Merci. Merci énormément. le bout du tunnel. Hey, les petits loups. Ce dispositif est en place depuis décembre 2019. Jonathan et Dolores sont déjà les 12e et 13e personnes relogées grâce à Jean-Luc. Génial, chez nous.